Monsieur Édouard Philippe, bonjour. Vous êtes maire du Havre, vous êtes aussi porte-parole de Alain Juppé pour la campagne présidentielle et pour les primaires de la droite et du centre. Et vous êtes député de Les Républicains. Donc aujourd'hui, on va vous interviewer. Oui, ça fait beaucoup, effectivement. Aujourd'hui, on va vous interviewer donc, par rapport à la politique nationale, mais aussi par rapport à la politique du Havre. Donc ça fait 6 ans que vous êtes maire du Havre et depuis 4 ans, vous avez mis en place une politique, notamment une politique culturelle. Donc vous avez mis en place l'opération Lire au Havre, puis l'opération Vibrer au Havre en septembre, et maintenant vous mettez en place l'opération Le Havre en forme. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette opération qui va être mise en place le 22 octobre ? Oui, je peux vous en dire quelques mots. D'abord pour bien préciser que quand je suis devenu maire en 2010, je me suis inscrit, et c'était bien naturel, dans la continuité de ce qu'on avait engagé avant avec Antoine Ruffnac. J'ai essayé sur un certain nombre de domaines d'apporter une touche, de compléter une politique, et notamment en matière culturelle. J'ai voulu lancer une grande politique de la lecture parce que je suis convaincu que c'est indispensable, que d'abord la politique culturelle est indispensable et qu'au sein de la politique culturelle, il fallait mettre l'accent sur la lecture parce que la lecture est évidemment d'abord un plaisir, mais ce n'est pas seulement un plaisir, c'est aussi un instrument de lien social, de promotion sociale, de réussite scolaire, et que donc il fallait s'engager activement pour mettre en place beaucoup de dispositifs qui favorisent l'accès et le plaisir de la lecture. Et ça a plutôt bien marché, les retours sont bons, les résultats sont bons, et pour les politiques publiques suivantes, on s'est un peu inspiré de cet exemple-là. C'est pour ça qu'on a lancé Vibrer au Havre, qui est une espèce de plan musique, un peu sur le modèle du plan lecture, et puis qu'on innove à partir du 22 octobre prochain, en lançant une politique publique nouvelle, qui s'appelle Le Havre en forme, et dont l'objet, au fond, c'est de dire, c'est très bien le sport, il y a une énorme pratique sportive au Havre, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de clubs, une vraie tradition sportive, et c'est très bien comme ça, il ne faut surtout pas que ça change, au contraire, il faut essayer de conforter les associations dans leur rôle, bien entendu. Mais ce n'est pas tout le sport, ça, et notamment, ce n'est pas toute l'activité physique. Et on observe que bien souvent, les Havraises, les Havrais, mais en général les Français, ils peuvent avoir une pratique sportive ou ne pas en avoir, ils peuvent être très sédentaires. Et si on veut les remettre au sport, il faut d'abord favoriser l'activité physique. Et notre objectif, ça a été de dire, la ville, dans son ensemble, peut être un superbe terrain de sport. Notre idée du Havre en forme, c'est d'essayer de faire en sorte de remettre, s'ils le souhaitent, on ne va pas forcer les gens, mais s'ils le souhaitent, avec le plus de facilité possible, les Havraises et les Havrais à une forme d'activité physique. C'est important pour la santé, c'est important pour le mental, c'est important pour le bien-être collectif. Et donc derrière cette politique sportive, il y a aussi une politique de santé publique et puis aussi quelque chose de plus profond. Vous avez parlé de lien social aussi, ça veut dire qu'il y a eu vraiment des résultats d'intégration sociale, notamment par rapport à certains quartiers de la ville haute. Vous avez vu des résultats C'est difficile de les mesurer, bien sûr, je sais bien que c'est difficile de les mesurer, mais je vais vous donner quelques exemples. Quand vous voyez la fréquentation et l'utilisation d'un certain nombre de livres dans les relais lecture, vous vous dites que peut-être que ceux qui utilisent les relais lecture, ils n'auraient pas forcément été dans les bibliothèques. La différence entre une bibliothèque et un relais lecture, c'est simple. Une bibliothèque, vous faites un lieu, vous mettez beaucoup de livres et vous espérez que les gens vont venir. Un relais lecture, c'est le contraire. Vous regardez dans quel endroit les gens vont et là, vous mettez des livres. Et c'est comme ça qu'on a imaginé les relais lecture et ça marche plutôt bien. Ils ne marchent pas tous aussi bien les uns que les autres, mais ça marche plutôt bien et c'est une bonne idée. Donc, oui, en favorisant l'usage de la lecture, en développant la connaissance, la découverte de la musique. La musique, c'est très social. On apprend la musique avec quelqu'un, on joue pour quelqu'un. Donc ça relie les hommes, la musique. En remettant d'une certaine façon, autant que possible, les habitants du Havre à une forme d'activité physique, pour ceux qui l'ont interrompu, oui, je pense qu'on ne fait pas simplement du bien aux individus, on fait du bien à la société dans son ensemble. Et est-ce que du coup, c'est un des critères qui rend, à votre avis, la ville plus attractive, notamment aux étudiants? Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que la ville, même si Le Havre est une ville de taille moyenne, on va dire, pour les étudiants, entre 11 000 et 12 000 étudiants, on se rend compte qu'il y a toujours une réaction un peu étrange quand on dit qu'on fait ses études au Havre. Comment on rend la ville attractive aux étudiants? Alors je ne suis pas sûr que ce soit le plan lecture, le plan musique ou le plan Le Havre en forme qui fasse changer la donne en matière d'attractivité de la ville, notamment pour le public étudiant. Un mot quand même sur le public étudiant. On a dépassé les 12 000 étudiants au Havre et on a tous conscience que ce n'est pas assez. Mais on peut savoir aussi qu'il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants au Havre, jamais. Jamais dans l'histoire du Havre, on avait dépassé les 10 000 et les 12 000 étudiants. Simplement, ce n'est pas assez. On a besoin d'une masse critique. Et c'est d'autant pas assez que
Les 12 000 étudiants Havrais, pendant longtemps, ils ont été éclatés entre des sites qui n'avaient pas grand-chose à voir entre eux. Ceux qui faisaient le NSM le faisaient à Sainte-Adresse, ceux qui faisaient l'IUT le font à Cocrioville, ceux qui sont à l'université sont à côté de la gare, ceux qui étaient à l'école de management de Normandie, ils étaient à côté des Halles. Bref, il y avait une espèce de diversité géographique dans une ville où il n'y avait pas assez de densité étudiante. C'est pour ça qu'on est en train de créer un campus, c'est-à-dire un espace géographique relativement dense où on va développer tous les établissements d'enseignement supérieur. Et ça, je pense que c'est un élément d'attractivité. Moi, je suis convaincu que pour attirer des étudiants, il faut leur proposer une formation de qualité, une vie étudiante de qualité, des logements et des services de qualité et une proximité avec des moyens de transport. En développant un campus dense, intégré autour de la gare et autour des bassins, on répond à cet impératif. Et j'espère que ça produira ses effets. Mais un mot quand même pour vous dire que je suis optimiste. Parce que quand je regarde Sciences Po Paris qui est installé au Havre, Sciences Po Paris, installé au Havre, arrive à faire venir des étudiants du Japon, de Chine, de Corée du Sud, d'excellents étudiants de ces pays qui pourraient aller partout dans le monde poursuivre leurs études et qui viennent au Havre parce qu'ils y trouvent une formation de qualité. Donc on peut attirer des étudiants au Havre, simplement si on veut le faire dans les meilleures conditions, il faut leur offrir des conditions d'éducation exceptionnelles et puis il faut densifier la vie étudiante. Donc l'objectif n'est pas que national, il est aussi international. Ben, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, en effet. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on développe progressivement le nombre d'étudiants au Havre. Alors, on ne va pas passer du jour au lendemain de 12 000 à 100 000 étudiants, ça n'a pas de sens. Mais simplement, il faut qu'on le fasse progressivement, il faut qu'on le fasse de façon à permettre à ceux qui sont au Havre de suivre des études au Havre. L'objectif, c'est de faire en sorte que les étudiants, enfin les jeunes Havrais puissent trouver au Havre d'excellentes formations, mais aussi que des gens qui viennent de loin, voire de très loin, puissent trouver au Havre une bonne raison de venir étudier. Et s'ils sont venus étudier, peut-être d'y rester. Quand le Newsin vous avez rencontré en 2014, pendant la campagne municipale... Je m'en souviens. Oui, vous aviez dit, c'était une de vos promesses de campagne, que vous alliez essayer de réduire le chômage. On rappelle que Le Havre reste la ville, la région dans laquelle le chômage est le plus élevé. Et vous aviez dit notamment que le problème qui vous semblait le plus important au niveau du chômage, c'était la relation entre les demandeurs et les offreurs d'emploi. Vous pensiez qu'il fallait vraiment améliorer cette relation. On voit aujourd'hui que les résultats ne sont vraiment pas bons. Pourquoi vous pensez que vous n'avez pas réussi à améliorer cette relation? Où est le problème? D'abord un mot très simple. Ouais. Je pense que la priorité locale et nationale, c'est effectivement de réduire le chômage. Mais je sais, j'ai malheureusement conscience du fait que le maire, quelle que soit la ville, que ce soit Paris, Lille, Rennes, Nantes, Rouen ou Le Havre, a très peu de moyens pour régler les questions fondamentales liées au chômage. Donc je sais que mes instruments sont limités. Simplement, il me semble que, on peut essayer de favoriser l'installation d'entreprises au Havre, et c'est sur quoi on se bat très fortement sur le territoire havrais, avec parfois des beaux succès, qui ne sont pas toujours spectaculaires, mais qui sont quand même des beaux succès. Et il y a des entreprises dans l'agglomération havraise qui recrutent. Il faut aussi essayer de faire en sorte de mieux former ceux qui arrivent sur le marché du travail. Et je vous ai parlé du plan campus pour essayer de développer la qualité de la formation, donc ensuite l'accès au premier emploi. Et puis ensuite, il y a tout un travail à faire avec les acteurs du marché du travail, et notamment avec Pôle emploi, pour essayer de faire en sorte de les aider à faire entrer en contact ceux qui demandent et ceux qui cherchent. C'est pas facile. À chaque fois qu'on crée des instruments, on avait créé les cafés de l'emploi qui fonctionnent pas mal, on obtient des résultats ponctuels, mais c'est compliqué de les obtenir dans la durée et de façon massive. Un dernier mot pour dire qu'on se bat énormément pour faire en sorte qu'on construise à l'avenir les éoliennes offshore qui vont équiper un certain nombre de régions, côtes françaises, qu'on les produise au Havre, ce qui là encore permettrait de créer près d'1 000 d'emplois, ce qui est un enjeu considérable pour notre agglomération. Et de ce point de vue-là, on se bat à plusieurs et on essaie d'obtenir de bons résultats. Donc le travail sera à faire pour Alain Juppé si la campagne est réussie? Pour tout le monde. Hein. Ouais. Vous savez, franchement, c'est pas comme si depuis 40 ans on avait obtenu de bons résultats en la matière. Donc ça devrait inciter tout le monde à la fois à l'humilité et tout le monde à la détermination la plus absolue. Je ne suis pas sûr que... je suis certain que tout le monde dit que c'est un problème. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait conscience des solutions à mettre en œuvre pour le régler. À propos de solutions à mettre en œuvre, vous aviez dit justement que vous étiez pour la réunification des deux régions de Absolument. La Haute et de la Basse Normandie. Vous étiez d'ailleurs un des seuls dans votre camp politique. Vous aviez également dit que vous traverseriez le bassin du commerce à la nage si c'était fait avant 2017. Vous l'avez fait.
Alors, est-ce que si Alain Juppé est élu président de la République et que, par exemple, il supprimait les 35 heures comme il a dit qu'il le ferait et qu'il mettait à la place les 39 heures, est-ce que vous relèveriez le défi et vous viendriez, par exemple, habiller les 4 heures de plus par semaine? Vous viendriez travailler à la mairie du Havre avec un maillot du FC Rouen, par exemple? Non, alors ça, je ne me vois pas porter un maillot du FC Rouen. Non, parce que vous venez de Rouen quand même. Je suis né à Rouen, oui, mais enfin bon, vous savez, je suis né à Rouen parce que ma mère était à Rouen quand je suis né. Ouais. Cela dit, je suis havrais, même si j'aime beaucoup Rouen, je suis havrais et je suis un supporter du HAC. Et je resterai un supporter du HAC aussi longtemps que je pourrai aller voir des matchs de foot. Et donc, je veux bien porter le maillot du HAC, mais pas celui du FCR, c'est pas l'équipe que je soutiens. Un mot pour vous dire qu'en effet, j'étais favorable à la réunification de la Normandie, vraiment favorable. Et que je suis le seul député de droite et du centre à avoir voté le texte qui crée la Normandie. Parce qu'en général, quand je pense un truc et que je dis que je vais le faire, je le fais. S'agissant des 35 heures, l'objectif d'Alain Juppé, c'est pas de passer de 35 à 39. L'objectif d'Alain Juppé, c'est de dire il faut ouvrir la discussion, y compris dans les entreprises, pour savoir si c'est 35, 36, 37, 38, aux entreprises de choisir. Si les discussions n'aboutissent pas, alors l'élément déclenchant sera fixé par la loi. S'agissant de mes horaires de travail, c'est vrai que je fais 35 heures, mais en général, j'ai fait mes 35 heures le mercredi midi. Et je suis plutôt du genre à en faire 2 fois 35 heures. Et je me plains pas, j'adore ça. Je suis pas le seul d'ailleurs. Donc on fera la moitié de la semaine en maillot de foot. Ouais, je suis pas sûr que je puisse me promener quand même en maillot de foot pendant la moitié de la semaine. Je pense que ça ferait désordre. Peut-être un peu, oui. Donc maintenant, en parlant de politique nationale, donc, on le rappelle, vous êtes porte-parole d'Alain Juppé. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des sympathisants de gauche qui seraient tentés d'aller voter à la primaire de la droite et du centre pour faire barrage à un second tour éventuel entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen? Moi, je ne sais pas s'il y a des... Je vais vous dire d'abord, je suis toujours un tout petit peu hésitant sur les grandes catégorisations qu'on fait des électeurs. Je connais des militants de mon parti politique, les Républicains, qui, quel que soit le candidat, quelle que soit l'élection, voteront toujours pour un candidat les Républicains. Et je connais des militants socialistes ou des militants communistes qui font exactement la même analyse, quelle que soit l'élection, quel que soit le candidat, moi, c'est mon parti. Bon, ça existe, c'est respectable, je n'ai pas de problème avec ça. Je connais aussi beaucoup d'électeurs qui ne raisonnent pas comme ça et qui se disent je suis plutôt de gauche ou je suis plutôt de droite, mais pour cette élection, je vais choisir telle personne. Est-ce que ça fait d'eux des électeurs de droite, du centre ou de gauche? Je ne sais pas complètement. Et c'est pour ça qu'on a décidé, en organisant notre primaire ouverte, de faire justement une primaire ouverte. La seule chose qu'on demande aux électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale, s'ils veulent participer, c'est d'abord de payer 2 €, parce qu'il faut porter les frais de financement de cette opération, qui est compliquée à monter. Il faut louer des salles, il faut imprimer des bulletins, enfin bon, bref. Et ensuite de signer une déclaration qui dit quoi? Qui dit « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre, je m'engage pour l'alternance et pour permettre le redressement du pays. » Ensuite, on ne va pas demander aux électeurs de nous montrer qu'ils sont chimiquement purs et que tout au long de leur vie, ils ont voté du même côté, parce que ça n'a pas de sens. Il y a aussi beaucoup d'électeurs qui vont aller voter à la primaire de la droite et du centre et qui iront voter à gauche à la présidentielle. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Vous en connaissez? Moi, j'en connais, effectivement. Et, voilà. Et qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce que vous leur conseillez d'aller voter? Est-ce que Alain Juppé va plutôt aller leur conseiller d'aller voter? Est-ce que vous le considérez plus comme le candidat de gauche parmi tous les candidats de la primaire de la droite et du centre? Alain Juppé, c'est un homme de droite. Il a toujours été un homme de droite. Simplement, c'est un homme de droite pas sectaire. C'est pas parce que c'est un homme de droite qu'il considère que la droite a toujours raison, et c'est pas parce que c'est un homme de droite qu'il considère que la gauche a toujours tort. Il considère qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, et il considère qu'il y a plein de sujets sur lesquels le fait de ne pas être d'accord peut être utile. Parce que regarder différemment un dossier et le faire avancer différemment peut permettre de le faire avancer. Donc voilà, c'est un homme de droite, il n'est pas sectaire. Et il prend un certain nombre de positions qui sont parfois en décalage avec l'électorat traditionnel de la droite, c'est vrai. Il l'a fait sur le mariage pour tous. Bon, il reste un homme de droite, il n'est pas sectaire, il est ouvert. Et il considère que la France ne va pas bien, et franchement il a raison, et que la seule façon de faire en sorte qu'elle aille mieux, c'est de faire un programme de redressement déterminé, et en même temps avec le maximum de gens qui sont d'accord avec lui, quel que soit leur point d'origine. Ben moi je considère que là on a une position qui est à la fois ouverte, déterminée, et je pense que c'est la bonne position. Alain Juppé veut construire le rassemblement, il ne va pas commencer par exclure les gens. Quand on veut rassembler, on ne dit pas « oui, mais toi, tu viens pas ». Non, on rassemble. On rassemble sur ses positions, mais on rassemble.
Et si Nicolas Sarkozy gagne le 27 novembre, du coup, est-ce que Alain Juppé et est-ce que vous allez vous rallier à Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous allez soutenir ses positions, sachant que depuis le début de la campagne, vous prenez des directions différentes et que ça vous arrive de pointer certaines contradictions chez lui? La question est très simple. Moi, je suis loyal et libre. Et Alain Juppé aussi. Donc, si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, il aura gagné la primaire. Donc, je serai loyal vis-à-vis de celui qui a gagné la primaire. Mais je serai libre intellectuellement, c'est-à-dire que quand je ne suis pas d'accord avec Nicolas Sarkozy, je n'ai pas de problème pour le dire. Je n'étais pas d'accord sur le nouveau nom donné au parti. J'ai même été le seul à voter contre au sein du bureau politique. J'ai aucun problème, parce que je considère que ce n'était pas un bon nom. C'est un très beau nom, les Républicains, mais je pense qu'on l'affaiblit en le limitant à un parti politique. Donc j'aurais préféré qu'on soit on continue à s'appeler UMP, soit qu'on trouve un autre nom. Bon, voilà. Mais quand je ne suis pas d'accord, je le dis. On peut être loyal et libre. Et personnellement, c'est la ligne que je me fixe. Je suis loyal, parce que c'est la règle, sinon on n'aurait pas organisé une élection. Donc il faut reconnaître celui qui gagne l'élection. J'espère que ce sera Alain Juppé. Mais personne, qu'il soit président de la République, président d'un parti, ou quelle que soit sa fonction, ne m'empêchera d'être libre intellectuellement et de m'exprimer librement. Et en 2017, on sait que la loi sur le cumul des mandats va être durcie, ce qui veut dire que vous ne pourrez plus être député et maire. Vous avez toujours dit que vous préférerez garder votre mandat de maire du Havre à votre mandat de député. Vous le confirmez aujourd'hui. Ouais. Et si jamais Alain Juppé devient président de la République, dans l'éventualité où ça arrive, si jamais il vous nomme ministre, ce qui peut arriver un jour, c'est pas sûr. On ne sait jamais, ça peut arriver. Est-ce que vous gardez toujours votre mandat de maire ou est-ce que vous acceptez un ministère? C'est difficile de vous répondre. Oui. Je vais essayer de le faire, hein, oui. Mais c'est difficile de vous répondre. D'abord parce que c'est très hypothétique. Oui, Alain Juppé, il n'a pas gagné la primaire et il n'a pas gagné la présidentielle. Et même s'il gagne la primaire et même s'il gagne la présidentielle, il n'est pas obligé de me proposer un poste. Oui, mais c'est dans le mois. Promis. Non, mais bien sûr. Donc c'est très hypothétique. Deuxièmement, moi je suis maire du Havre. Si je dois choisir entre député et maire, je reste maire. Je l'ai toujours dit, c'est ce que je ferai. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de sujet. Bon. J'aime bien être maire du Havre. Je dirige une équipe qui est super, qui fait un boulot que je trouve remarquable, qui pourrait être encore meilleur parfois, qui pourrait être plus rapide parfois. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, ça n'existe pas la perfection. Mais qui fait du bon boulot, qui se donne à fond pour essayer de transformer la ville, d'améliorer un certain nombre de choses. J'aime ça. J'aime essayer d'améliorer la ville, j'aime être ici, bon. Donc j'aime ça. Je ne vais pas arrêter ça pour n'importe quoi. Moi, je suis déjà très bien là où je suis, et d'une certaine façon, je demanderai d'autres. Un ministère, c'est n'importe quoi? Ça peut l'être. Ça peut l'être? Ça peut l'être. Lequel? Ça peut l'être. D'accord. Si vous deviez en choisir un ministère, ce serait lequel? Non, je ne me place pas du tout dans cette logique. Je sais que j'aime ce que je fais, et je ne lâche jamais la proie pour l'autre. Matignon, vous y pensez? Non. Jamais? Jamais. On n'y a jamais pensé à Matignon? Jamais. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est pas pour moi, voilà. Pourquoi c'est pas pour vous? C'est comme ça. Vous pensez que c'est quoi, une question de capacité, une question d'envie? C'est comme ça, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Plus tard, peut-être? Non, j'aime vraiment bien être maire du Havre. C'est tout? C'est déjà énorme, dites. Ok. Alors, Édouard Philippe, j'ai lu que vous aviez milité pendant 2 ans pour le PS quand vous étiez étudiant. Ouais. Ça fait quoi de voir qu'on est plus à gauche que les copains du PS maintenant? Je ne sais pas si à l'époque j'étais plus à gauche. Vous savez, à l'époque j'étais rocardien, j'étais étudiant. Ouais. Et moi j'étais venu à la politique avec Pierre Mendès France, bon, bah, bref. Enfin, j'étais pas. Il était déjà plus en vie quand j'ai commencé à lire des bouquins sur lui. Mais enfin, j'aimais bien Rocard, j'étais rocardien, je me suis inscrit pendant 2 ans au PS, j'assume ça. À l'époque, on me disait déjà que j'étais pas de gauche. Ouais. Parce que Rocard, j'étais pas de gauche. Alors parfois on me dit que je suis pas de droite, à l'époque on me disait que j'étais pas de gauche. Personnellement, ça m'est totalement indifférent. Mais j'aimais bien ça. C'est ça que vous êtes avec Juppé. Et j'en suis parti ensuite, au bout de 2 ans, parce que ce que j'y ai vu m'a pas plu. Ah, c'est-à-dire? Il y avait un sectarisme interne au Parti socialiste, entre courants, entre factions. Les Fabusiens détestaient les Rocardiens, qui détestaient. C'était et puis la façon dont Mitterrand a mis fin aux fonctions de Michel Rocard, la façon dont le parti fonctionnait me plaisait pas. Et donc ça, c'est presque conjoncturel. Et puis vous savez, quand vous allez voir ça, quand vous avez 20 ans et que vous faites des études, vous continuez à vous transformer, à évoluer, à vous poser des questions, vous voyagez, vous lisez, vous rencontrez des gens. Et puis d'une certaine façon, votre esprit, je dis pas qu'il devient meilleur, mais il se transforme. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes lectures, de mes voyages, que là où avant je pensais que la valeur cardinale c'était
l'égalité, maintenant je pense que la valeur cardinale c'est la liberté. Et du coup ça m'a tranquillement, et de façon pas vraiment extrémiste, mais tranquillement plutôt positionné à droite sur l'échiquier politique. Et un jour on rencontre Alain Juppé. Et un jour on rencontre Alain Juppé. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.